We stand with Israel. We stand with Israel. And we will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. To any country, any organization, anyone thinking of taking advantage of this situation, I have one word: don't. Don't. Our hearts may be broken, but our resolve is clear. Le message est on ne peut plus clair. Le président Biden, cet après-midi, qui a réitéré son soutien indéfectible à Israël avec un ultimatum à ceux qui seraient tentés de faire autrement et d'attaquer, de continuer d'attaquer Israël. Et même que Washington a déjà annoncé une augmentation de son aide militaire à l'État hébreu, alors que l'aide à l'Ukraine est incertaine pour le moment parce qu'il n'y a pas de président de la Chambre des représentants. Alors, oui, on va riposter du côté d'Israël, mais qu'en est-il de la guerre en Ukraine? J'en ai parlé tout à l'heure avec Nicole Bacharan, politologue, historienne, spécialiste des États-Unis. On l'écoute. Bonsoir, Nicole Bacharan. Bienvenue à 24/60. Bonsoir. Comment avez-vous accueilli le discours de Joe Biden et son engagement auprès d'Israël? Écoutez, je trouve qu'il a trouvé les mots justes. Je trouve qu'il a trouvé les mots justes pour dire ce qui se passe, ces atrocités inimaginables qu'aucune cause ne peut justifier, ni même commencer à justifier. Je trouve qu'il a eu des mots personnels pour exprimer ces émotions terribles que nous ressentons tous et pour signifier son soutien sans faille à l'État d'Israël et à son droit de se défendre et de protéger ses populations. C'était un discours très fort, très net, une condamnation du terrorisme par un président américain qui a rarement eu autant de force, en fait. Et en même temps, cet engagement, il se fait, selon vous, avec l'appui aussi inconditionnel du Congrès américain? Aujourd'hui, dans les jours qui viennent, oui. Et je crois, j'espère, j'ai envie de dire que la gravité extrême de la situation poussera les républicains à élire rapidement un speaker pour pouvoir travailler. Parce qu'en ce moment, la Chambre des représentants est paralysée, ne peut rien faire à cause de manœuvres politiciennes encore plus indignes. Mais c'est vrai que la proximité avec Israël est une cause bipartisane. Elle est forte dans le Parti républicain, elle est traditionnellement très forte au sein du Parti démocrate. Il y a une aile gauche du Parti démocrate qui est parfois beaucoup plus critique à l'égard d'Israël et particulièrement à l'égard de la politique de Benjamin Netanyahou, mais ce n'est pas l'heure de ces divisions. Comme en Israël, pour l'instant, les deux partis font bloc pour la condamnation du terrorisme et le soutien à Israël. Parce que ce qu'on entend du côté américain, c'est que les démocrates, dans le choix d'un prochain leader du Congrès, exigeraient de lier l'aide à l'Ukraine à l'aide à Israël, n'est-ce pas? Est-ce une bonne stratégie pour ne pas oublier l'Ukraine, au fond? Il y aurait une vraie logique dans cette démarche, puisque dans les deux cas, il s'agit de défendre une démocratie agressée avec une extrême violence. Alors d'un côté, une armée régulière, dit-on, de la part de la Russie, mais qui commet des abominations tous les jours, et de l'autre, des terroristes qui rejoignent le pire de ce qu'on a pu voir du terrorisme, de l'État islamique, etc. Dans les deux cas, une démocratie, dans les deux cas, une population civile absolument massacrée. Donc, ça semblerait logique. Je ne suis pas sûre que ça passe facilement, puisque la droite du Parti républicain voudrait substituer l'aide à Israël à l'aide à l'Ukraine, mais dans l'immédiat, en tout cas, j'espère que la logique, le bon sens et l'intérêt des Américains et de la démocratie prévaudra. Alors, pour Biden, évidemment, ces événements rappellent les pires horreurs de ISIS, donc de Daesh. Vous avez certainement entendu ces 3 derniers jours la comparaison qui est faite avec le 11 septembre 2001. Ce qui peut paraître très comparable, en tout cas, c'est la faillite des renseignements, des services de renseignement qui n'avaient pas vu venir l'événement. Mais est-ce que la douleur, la terreur subie
par les Israéliens est du même ordre? Est-ce qu'on peut le... ou c'est pas pertinent de le faire? Oui, je crois qu'il y a une similitude dans le fait qu'on a le cœur brisé. On a le cœur brisé. Moi, je me souviens de ces journées à New York où, comme en Israël aujourd'hui, on le voit sur les réseaux sociaux, parce que maintenant ce sont les réseaux sociaux, mais à New York, tout le long des rues, vous aviez des portraits, des photos de gens disparus avec des descriptions. Elle a un tatouage sur le bras gauche, elle a tel âge. Si vous avez des nouvelles, appelez-nous, appelez-nous. Je crois que dans la dévastation, le sentiment vraiment de dévastation, il y a quelque chose de similaire. Et vous le dites, malheureusement, la faillite des services de renseignement et aussi des politiques qui n'ont pas forcément écouté les renseignements. Et on a vu ça aussi le 11 septembre. Et cela peut-être nous ramène à la comparaison entre les deux événements, à la situation politique en Israël, parce que est-ce que Netanyahou aura réussi à fédérer toutes les oppositions autour de lui pour combattre le terrorisme, alors que pour certains, la cause palestinienne est juste, mais on n'a pas su faire la différence entre les terroristes du Hamas et les Palestiniens, et pour répondre à leurs besoins. Mais je crains que malheureusement, dans la situation telle qu'elle est aujourd'hui, la cause palestinienne, dans ce qu'elle peut avoir de tout à fait légitime sur les droits individuels, le développement économique, etc., disparaissent des priorités pour longtemps. C'est le Hamas, dans cette épouvantable violence, qui signe le martyre des Palestiniens. C'est la chose qui leur est le plus indifférente au monde, c'est le bien-être des Palestiniens. Et c'est vrai que Benjamin Netanyahou, je crois qu'il a un répit aujourd'hui. Il y a une unité nationale derrière lui parce que c'est lui qui est en place, que c'est la guerre, qu'il y a des décisions à prendre. Mais je ne pense pas qu'il reste Premier ministre très longtemps. L'extrémisme de son gouvernement, son ignorance même de la nécessité de protéger le sud d'Israël, toutes ces priorités absurdes sur une réforme constitutionnelle dont plus de la moitié du pays ne veut pas, cette désorganisation, cette désunion interne font partie malheureusement de la tragédie d'aujourd'hui. Et donc je doute fort que Benjamin Netanyahou sauve sa place pour très longtemps. Je vais vous faire entendre la déclaration de Vladimir Poutine aujourd'hui. Je vais vous la faire commenter. On l'écoute. К сожалению, мы видим резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Я думаю, что многие согласятся со мной в том, что это яркий пример провала на политике Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Vladimir Poutine ne rate pas une occasion d'être ignoble. Les atrocités commises par le Hamas ne puisent aucune justification dans la guerre en Afghanistan, dans la guerre en Irak, et même dans les erreurs, les bonnes choses et les erreurs multiples qui ont été commises autour de la situation de Gaza depuis 1948. J'ai envie de dire, ça n'a rien à voir. C'est une question d'humanité contre la barbarie. Il n'y a pas autre chose qui a été en jeu depuis samedi. Par contre, nous, en tant que démocratie, on peut effectivement s'interroger sur cette politique américaine de construire des alliances, une forme d'apaisement entre certains pays arabes et Israël, en écartant totalement la question palestinienne, comme si on pouvait ne plus s'en occuper. Je pense aux accords d'Abraham, je pense aux tractations qui avaient lieu entre l'Arabie saoudite, les Américains et Israël. Je pense à Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale, qui a dit il y a très peu de temps, le Moyen-Orient n'a jamais été aussi calme. Parce qu'au fond, comme on voit aujourd'hui à quel point le sort des Palestiniens est insoluble, entre la situation géographique, la démographie, la mainmise du Hamas, les querelles absolument fratricides avec l'autorité palestinienne, eh bien, au fond, beaucoup de gens ont détourné le regard, on s'en occupe plus, on fait autre chose. Voilà, ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'il faudra revoir. Oui, il ne faudra pas oublier l'assassinat de Rabin par
un Israélien d'extrême droite. Toute tentative de paix a échoué. Donc, vous ne semblez pas y croire. C'est fini, donc, pour vous. Je pense qu'il ne faudra jamais abandonner l'idée qu'on peut trouver la paix, qu'on peut donner une situation à la fois de sécurité et de dignité aux peuples qui vivent dans cette région. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, alors qu'on découvre des charniers supplémentaires dans le sud d'Israël, c'est difficile de se projeter plus loin. Et je vous sens très éprouvée, Nicole Bacharan, vous qui venez de publier l'histoire de résistante de votre mère qui avait été arrêtée par la Gestapo. Sans doute des moments extrêmement douloureux. Puis en plus, vous avez des membres de votre famille actuellement qui sont pris à Tel Aviv et qui vivent dans la peur, n'est-ce pas? Oui, la fille de mon mari, tous ses enfants, ses jeunes enfants, son mari, sont à Tel Aviv, donc ils vont bien, mais ils descendent dans les abris très régulièrement, ils sont extrêmement choqués. Et voilà, on est heureux qu'ils aillent bien aujourd'hui, on ne sait pas de quoi demain sera fait, mais c'est vrai que oui, nous sommes tous très choqués. Alors, merci beaucoup, Nicole Bacharan, une fois de plus, d'avoir participé à 24/60. C'est toujours fort éclairant. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.